Les images que vous voyez actuellement sont des images qui ont largement circulé ces dernières heures. Elles montrent des actes de xénophobie en Afrique du Sud, aujourd'hui dans les rues de Johannesburg, de Pretoria, du Cap et de plusieurs autres grandes villes du pays. Sur ces images, on observe des milliers de Sud-Africains descendus dans les rues. Mais attention, ils ne marchent pas contre leur gouvernement qui peine pourtant depuis 30 ans à régler le problème du chômage. Ils ne marchent non plus contre les grandes multinationales occidentales qui continuent d'exploiter des mines d'or, de platine et de diamants sous leur sol. Non, ils sont descendus dans les rues contre leurs propres voisins africains. D'où viens-tu? Du Ghana. Alors toi, tu as quitté le Ghana pour venir en Afrique du Sud faire de la coiffure. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelles compétences tu apportes en Afrique du Sud? Je faisais des ongles. Les ongles, ce n'est pas une compétence. Quand est-ce que tu retournes réparer ton pays? Là, en tant que Sud-Africain, on ne veut plus de vous, ici. Allez réparer vos pays, Baba. Tu vois, laisse-moi te dire, on te parle encore gentiment. Ça va arriver à un point où te parler ne servira à rien. Le paradoxe est frappant. Au moment même où partout sur le continent on parle d'unité africaine, de zone de libre-échange continentale, de monnaie commune ou de souveraineté, eh bien on a l'impression que beaucoup de peuples en Afrique, et pas seulement les Sud-Africains d'ailleurs, sombrent aujourd'hui massivement dans la xénophobie. Alors, pour comprendre ce qui se passe précisément en Afrique du Sud, il faut d'abord s'intéresser à la dynamique historique du pays. Petite pub avant de continuer. En Allemagne, il y a des milliers de véhicules d'occasion en parfait état avec des carnets d'entretien, contrôle technique à jour vendus 3 000, 5 000, parfois 8 000 euros en dessous du prix du marché. Des véhicules d'occasion top classe, que ce soit des BMW, Mercedes, Toyota, bref, les marques allemandes, asiatiques et même françaises, les voitures tout simplement pour tous les prix. Moi, je suis basé en Allemagne. Je cherche pour toi les meilleures affaires directement chez les concessionnaires. Je négocie, je vérifie tout, historique, carnet et je te livre la voiture, que tu sois en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Tu me dis juste ce que tu recherches, je te trouve le deal, tu payes, je te livre. C'est aussi simple que ça. Donc si ça t'intéresse, écris-moi maintenant sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran, ou le numéro se trouve également en description de cette vidéo. Rappelez-vous, pendant 46 ans, de 1948 à 1994, l'Afrique du Sud a subi l'apartheid, un régime qui classait les humains par couleur de peau, un système qui, à travers le Native Land Act de 1913, puis les lois de l'apartheid, a parqué les Noirs sur seulement 7% du territoire, alors qu'ils représentaient plus de 80% de la population. Eh bien, face à ce régime, le monde s'est levé. Et ceux qui ont porté la lutte contre l'apartheid avec le plus de constance, ce sont les États africains eux-mêmes. L'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, le Zimbabwe, la Zambie, l'Angola, le Mozambique, bref, tous ces pays africains-là ont permis à ce combat d'aboutir. Ils ont accueilli des militants de l'ANC, ils ont hébergé leur camp de formation, ils ont payé le prix fort face aux représailles sud-africaines. Olivier Tambo, le président en exil de l'ANC de l'époque, a vécu à Lusaka. Les militants étaient formés en Angola. Les sanctions économiques ont d'abord été portées par l'Union africaine avant même d'arriver aux Nations Unies. Pourtant, l'ironie de l'histoire est cruelle. 32 ans après la chute de l'apartheid, les descendants de ceux qui ont été sauvés par le continent sortent dans les rues pour dire à ce même continent, rentrez chez vous. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Alors, quand Nelson Mandela sort de prison en février 1990, après 27 ans de détention, le pays qu'il retrouve est un pays où presque tout appartient à la minorité blanche. Les terres agricoles, les mines, les banques, les sièges des grandes entreprises cotées à la bourse de Johannesburg, les chiffres de cette époque reconstitués par l'économiste Thomas Piketty dans son livre Capital et idéologie sont sans appel. Sous l'apartheid, les Blancs, qui ne représentaient alors que 15% de la population dans le pays, détenaient, tenez-vous tranquille, 90% des plus hauts revenus du pays. Les 2% restants étaient essentiellement des Sud-Africains d'origine indienne. Les Noirs, eux,
représentaient moins de 0,1% des contribuables du centile supérieur. Alors, le centile supérieur, pour faire simple, il s'agit de 1% des gens qui gagnent le plus dans un pays. Donc, en 1994, la promesse de Mandela lorsqu'il accède au pouvoir est claire. D'abord, la réconciliation, ensuite la démocratie et enfin la redistribution. Et au cœur de cette redistribution, il y a une question centrale, la terre, problème de la terre. Alors, il faut savoir que pendant un siècle, les Noirs ont été dépossédés. Donc, le gouvernement Mandela, puis celui de Thabo Mbeki, décide alors d'agir. L'État va donc décider d'acheter des terres aux fermiers blancs pour les redistribuer aux communautés noires dépossédées. L'objectif affiché dès 1994, c'est donc de redistribuer 30% des terres agricoles commerciales aux populations noires d'ici 2014. Alors, mais entre l'ambition politique et la réalité du terrain, vous vous doutez bien qu'il y a un fossé. D'ailleurs, un rapport de la Commission financière et fiscale sud-africaine publié dans les années qui vont suivre dresse un constat terrible. Alors, dans les provinces du Limpopo, du KwaZulu-Natal et du Cap-Oriental, les enquêteurs examinent les fermes transférées aux bénéficiaires noirs dans le cadre de la réforme agraire et ils découvrent que la majorité de ces fermes ne montrent aucune ou très peu d'activités agricoles. Les nouveaux propriétaires ne tirent quasiment aucun revenu de leurs terres. Pire encore, beaucoup d'entre eux sont incapables de créer de la richesse avec les parcelles qui leur appartiennent désormais. Ils finissent donc par aller travailler comme ouvriers agricoles sur les fermes commerciales blanches voisines. On constate donc que le gouvernement a bien tenté de corriger le tir. Les politiques ont été mises en place pour effacer les discriminations avec la volonté de promouvoir une minorité noire et l'inclure dans une sphère politique et économique. Donc, lorsqu'on regarde la part des Noirs au sein de ce fameux centile supérieur, elle était inférieure à 1% en 1995. Et puis, elle a grimpé à 15% autour des années 2000 pour finalement regresser à 13% dans les années 2010. Autrement dit, les Blancs continuent à représenter 85% des effectifs du centile supérieur. Le résultat de ces échecs économiques cumulés est accablant. 32 ans après Mandela, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le pays le plus inégalitaire au monde. Et cela se lie à travers 4 indicateurs majeurs. Alors, tout premièrement, on a le coefficient de Gini. Alors, le fameux coefficient qui permet la mesure des inégalités économiques. Alors, plus on est proche de 0, plus le pays est égalitaire. Plus on est proche de 1, plus le pays est inégalitaire. Pour vous donner une échelle de grandeur, la France est autour de 0,32. Les États-Unis autour de 0,41. La moyenne africaine, du moins la moyenne en Afrique subsaharienne, est de 0,58. L'Afrique du Sud, selon la Banque mondiale, est à 0,67. C'est le record mondial absolu. Alors, deuxièmement, la concentration des revenus. Alors, selon le World Inequality Database, les 10% les plus riches, ce qu'on appelle le décile supérieur, accaparent à eux seuls environ 65% des revenus nationaux. Et dans un pays noir, à près de 90%, ces 10% les plus riches restent pour l'essentiel blancs. Troisièmement, le chômage. Alors, selon Statistics South Africa, le chômage officiel dépasse les 32%. Mais le vrai drame se joue chez les jeunes de 15 à 24 ans, où ce taux de chômage atteint plus de 57%. Autrement dit, plus d'un jeune sur 2 en Afrique du Sud n'a pas de travail. Et enfin, la terre. Alors, malgré les promesses, l'audit foncier du gouvernement de 2017 a révélé qu'environ 72% des terres agricoles privées étaient encore détenues par la population blanche. C'est dans ce terreau de misère, d'inégalité, que les Sud-Africains ont désigné un bouc émissaire depuis 2008. Et depuis cette date donc, le pays, l'Afrique du Sud, traverse des vagues récurrentes de violence contre les migrants africains. Selon XenoWatch, le centre de recherche sur la xénophobie de l'université du Witwatersrand, le bilan entre 1994 et mars 2024 est lourd. 669 morts
5 310 magasins pillés et plus de 127 500 déplacés. Mais le plus inquiétant, c'est depuis 2021. Ces violences se structurent, elles s'organisent autour d'un mouvement, l'opération Doudoula. En langue zoulou, Doudoula signifie pousser dehors ou encore expulsé par la force. Lancé à Soweto en 2021, ce mouvement a rapidement ouvert ses antennes dans plusieurs provinces avant de franchir un nouveau cap en 2024 en se constituant un parti politique. Son mode d'action, il est brutal et bien rodé. Il organise des marches dans des quartiers populaires. Il fait la chasse au commerce tenue par des migrants. Il force la fermeture des boutiques de ressortissants étrangers et distribue des tracts exigeant leur départ immédiat. Alors en Afrique du Sud, la justice a bien tenté de freiner la machine. Le 4 novembre 2025, la Haute Cour de Johannesburg a rendu un jugement historique dans l'affaire opposant Kopanang Africa Against Xenophobia à l'opération Doudoula. Le juge a reconnu que le mouvement s'était livré à de l'intimidation et du harcèlement, de l'incitation à la violence et des discours de haine fondés sur la nationalité. Le tribunal a formellement interdit au mouvement et à ses dirigeants de poursuivre ces pratiques, mais comme l'histoire nous l'a souvent montré, une décision d'un tribunal ne suffit pas à elle seule pour atteindre un mouvement de fond.